Didier Lebaille, on a répertorié un petit peu toute l'histoire de la vitamine D. On sait que 80% de la population est carencée. Quels seraient les principaux signes qui nous alerteraient vers cette carence? Alors là, il peut y avoir pas mal de signes, à court, à moyen ou à long terme, en fait. Bien sûr, les signes les plus connus, c'est évidemment donc le rachitisme. C'était à l'origine de la supplémentation en vitamine D. Parce qu'il y a un siècle, il y avait beaucoup d'enfants rachitiques, parce qu'on était en pleine révolution industrielle. Il y avait beaucoup d'enfants à travailler en ville, qui passaient leur temps enfermés là, dans des usines. Il y avait une pollution incroyable, parce qu'on avait beaucoup recours au charbon, tout ça. Donc le rayonnement UVB était bloqué. Puis les enfants, ils restaient peut-être 12 heures par jour enfermés dans les usines, tout ça. Donc il y en avait beaucoup qui souffraient de rachitisme. Ça veut dire qu'ils étaient sévèrement carencés. Ils étaient autour de 5 nanogrammes ou en dessous. Alors il y a le rachitisme de la personne âgée, c'est l'ostéomalacie. Qui est aussi une conséquence. Donc c'est un ramollissement des os. Parce que la personne âgée, donc, elle est devenue très carencée, parce qu'elle a beaucoup plus de mal, par exemple, à synthétiser. À transformer sa parce que sa peau est devenue plus fine, tout ça. Donc elle synthétise beaucoup moins bien, elle s'expose moins au soleil, elle n'est pas supplémentée. Et donc ce qui fait qu'arrivé à un grand âge, 100% des personnes très âgées se retrouvent carencées, s'ils ne sont pas supplémentés à dose efficace en plus. Alors ça sont les signes extrêmes, rachitisme et ostéomalacie. Entre-temps, il y a quand même les apports journaliers recommandés, qui ont été fixés, c'est des apports minimaux pour éviter de tomber dans le rachitisme. Est-ce qu'ils sont suffisants, ces apports minimaux? Non, justement, c'est des apports minimaux. Ce ne sont pas des apports optimaux. D'accord. Donc un médecin va conseiller le minimal et pas l'optimal. Là, c'est autre chose. C'est-à-dire que s'il voit que la personne est carencée, il va suivre un protocole. Là, il va prescrire des fortes doses. Pour rattraper le déficit. En général, c'est des ampoules de 100 000 UI, voilà, pour que ça remonte vite. 100 000 unités internationales. UI, c'est ce qu'on voit sur les paquets. C'est marqué 100 000 UI. Voilà, c'est une unité de mesure, en fait. Et donc, les AJR actuellement sont fixés à 200... AJR, apport journalier recommandé. Bravo. Traduction, je suis désolé. Bravo Fred. Bah oui, je sais, j'ai révisé avant. Ah, je vois. C'est pour éviter de mettre les sous-titres. C'est ça. Enfin, en France, toujours, ils sont à 208. En fait, ils ont été ramenés à 200, ils étaient à 400 jusqu'au début des années 2000. Parce qu'en fait, c'est de manière très arbitraire que tout ça a été fixé. On s'est aperçu historiquement que, tiens, si on donnait une cuillerée à café d'huile de foie de morue aux petits, eh ben, ils ne développaient pas de rachitisme. Ce que nos grands-mères prenaient allègrement. Oui, nous aussi. Oui, moi aussi. Pas toi, Kevin, tu peux pas comprendre. J'ai échappé à ça. T'as échappé à ça. Et en ce temps-là, oui, c'était vraiment la cuillère à café, c'était pas une capsule. Ah oui, c'était délicieux. Voilà. Un petit rototo toute la journée, je vous le conseille. On se fera ça un soir pour que je teste. On donnait ça aux enfants pour les fortifier. Mais on s'est aperçu après coup qu'une cuillère à café, ça contient approximativement 400 UI. D'accord, d'huile de foie de morue, ça veut dire que c'est dans le foie qu'on trouve de la vitamine D, c'est ça? L'huile de foie de morue donc, est très riche en vitamine D. Donc après, de manière un peu empirique, on s'est dit, ça va avec 400 UI, ça va, c'est bon. Donc d'où le fait que les AJR étaient à 400. Et au début des années 2000, les autorités françaises, pour des raisons apparemment obscures, ont ramené les AJR à 200 UI. En fait, pourquoi? C'est pour se caler sur l'apport moyen quotidien de la population. Parce que via la nourriture, la dernière étude d'avril dernier, donc, de l'Institut de la veille sanitaire, montre que les Français consomment en moyenne même pas 100 UI par jour via l'alimentation. Donc c'est dérisoire. C'est complètement dérisoire. Donc, ce qui explique qu'ils ont diminué donc, ces fameux AJR.
mais ça ne va pas du tout, puisque comme justement on a un mode de vie anti-UVB, à l'arrivée, pratiquement tout le monde manque de vitamine D, au point que en fin mai dernier, l'Académie nationale de médecine, qui sont plutôt du genre conservateur, ben, ils ont sorti un rapport justement pour mettre le haut là. Ils disaient, ben, il serait temps que l'on réévalue tout ça, quoi, parce que là, ça ne va plus du tout. J'ai du mal à comprendre. En fait, les apports journaliers recommandés ont été baissés pour que la population paraisse moins carencée, c'est ça? Enfin, est-ce que c'est bien ce que j'ai compris de ce que vous avez dit? Pour que C'est un trompe-l'œil. Oui, c'est Oui, très oui, étonnant. oui, oui, Voire bon, même voilà. un couillon. C'est comme si on baissait le niveau du seuil de pauvreté pour qu'il n'y ait plus de pauvres. Ça pourrait être. Ouais, c'est ça. C'est tout relatif. Au lieu de dire, il y a un problème majeur de santé publique, vu l'impact que ça peut avoir à moyen et long terme, et le coût social que ça peut avoir, au lieu de dire, bon, ben, en fait, il n'y a pas le choix, il faut que la population soit supplémentée. Donc, soit on va enrichir des aliments très communs, comme on a fait aux USA, je parle donc le lait, les céréales, pour qu'il y ait un petit apport en plus par jour, peut-être dans les 100-158 en plus. Ben, ou soit on conseille à pratiquement tout le monde, et surtout aux populations les plus à risque de déficit, et de se supplémenter, parce qu'autrement on ne va pas y arriver. Parce que pour l'apport total quotidien qu'il faut pour couvrir donc, les besoins de l'organisme, c'est plutôt du genre 4008 par jour. D'accord. Ouais, donc c'est largement. C'est ce qui est conseillé dans certains pays en tout cas, c'est ça? En France, c'est pas tout à fait le cas. Non, mais ce que je veux dire, c'est que si on n'arrive pas, parce que comme j'ai dit, la source majeure, c'est l'exposition aux UV. Donc ça devrait apporter, si on vivait à l'extérieur, parce que ce qu'il faut voir à la base, c'est que nous sommes toujours, génétiquement parlant, des chasseurs-cueilleurs, qui sont faits pour vivre au contact de la lumière solaire. Et en plus, c'est prouvé donc par la génétique des populations, nous venons d'Afrique. Nos ancêtres, ils vivaient à proximité de l'équateur. Donc dans un environnement hyper riche en vitamine D, où leur peau pouvait synthétiser de la vitamine D toute l'année. Nous, ici, on ne peut synthétiser de la vitamine D que pendant 6 mois, une moitié de l'année. Donc c'est pas suffisant. Et c'est pour ça que notre organisme, il s'est adapté, parce qu'en Afrique, donc, ils ont une peau noire. Donc, du coup, notre peau, elle s'est éclaircie pour mieux capter. Pour absorber davantage. Donc, les rayons UVB. Voilà. Alors, si je reviens un petit peu sur la synthèse de tout ça, on se retrouve avec une vitamine D qui n'est pas une vitamine D, qui est une super-hormone. Une super-hormone qui trouve ses récepteurs pratiquement partout dans le corps, qui a une action génétique, donc sur l'expression même du gène, donc ça c'est important. Donc ce qui nous indique qu'il y a des signes cliniques, mais aussi tout au long de la vie, il y aurait des manifestations qui seraient liées aux carences. Alors si on prend la petite enfance par exemple, si on retrace le fil de la vie, la petite enfance, quelles seraient les manifestations qui pourraient faire penser à la carence en vitamine D? Alors là, on peut dire que ce qui est vraiment avéré, c'est tout ce qui tourne autour de l'immunité. Et ça, c'est valable pour l'enfant ou l'adulte? Tout le monde? Tout le monde. Tout le système immunitaire. Voilà. Donc c'est très important parce qu'on en revient à ces histoires de gènes. Parce qu'en fait, il se trouve que la vitamine D donc, stimule l'expression d'une petite protéine, un peptide qu'on appelle, codé donc par un gène, qui est notre antibiotique naturel. Donc ça s'appelle donc, c'est le nom savant, la catélicilline. En fait, on l'oubliera, mais elle est précieuse. C'est une petite, donc c'est une famille en fait de peptides antimicrobiens. Et donc ça, c'est notre antibiotique naturel qui va intervenir en quelques minutes face à une attaque d'un agent pathogène, que ce soit donc une bactérie ou un virus. En quelques minutes, c'est l'immunité innée. 9 fois sur 10, c'est efficace, on ne s'en rend même pas compte, donc on ne sent rien. Attaque-défense, pouf, on n'en parle plus. Voilà, problème réglé. Et il arrive, quand il y a une épidémie de grippe, il y en a qui l'attrapent, mais il y en a plein qui ne l'attrapent pas. Parce que leur immunité innée a bien fonctionné.
D'accord. Donc ça veut dire pathologie auto-immune, donc on se retrouve face à l'asthme, au diabète, Alors, chez bronchiolites. chez le petit, eh bien, il y a effectivement le risque, si la mère était déficiente, le bébé il risque de naître, puis assez fréquent, encore plus déficient que la mère. Ah oui. Il y a une transmission du manque de vitamine D. Mais oui, alors j'ai consacré un chapitre entier à ça, parce qu'en fait, il faut prendre le problème à la base, selon moi, quoi. Donc, il faut voir que ça commence à se jouer dès la vie intra-utérine. D'où l'intérêt de la supplémentation de la femme enceinte. Ah mais oui. Et or, bon, actuellement, le problème n'est pas assez pris en compte par rapport à la femme enceinte. Donc voilà. Parce que le corps médical se veut toujours très prudent, c'est la femme enceinte, à part le paracétamol, pour ne pas le nommer, on a le droit de rien donner. Ils préconisent de la vitamine D, mais au dernier trimestre seulement. Et bon, voilà, des doses qui ne sont pas suffisantes. Il faudrait considérer le problème dès le début de la grossesse, en fait, pour faire remonter tranquillement le taux. Parce qu'effectivement, le fœtus donc, a plus besoin de vitamine D au cours du 3e trimestre. Mais il est un peu tard pour commencer à supplémenter, arriver au 3e trimestre. Et les doses que l'on préconise, elles ne sont pas suffisantes. Donc, après, le bébé, il va naître souvent encore plus déficient que la mère. Et là, il est exposé au risque d'infections respiratoires à répétition et des infections possiblement sévères. Alors, nous, c'est rattrapable quand même. Donc le coup classique, c'est la bronchiolite. 30% des bébés énorme, de moins de 2 ans, donc long quoi. Mais on s'aperçoit que ceux qui se retrouvent hospitalisés, eh ben, en règle générale, donc, ils ont une carence, quoi, vraiment. Ils sont en carence en dessous de 10, donc. Enfin, ils sont en dessous de 10. Par rapport à ceux qui l'attrapent, mais ça reste bénin. Mais ça, c'est prouvé, quoi. Enfin, de toute façon, tout ce que je raconte est prouvé. Tant qu'à faire. Voilà. Et le problème, c'est qu'ils vont faire une bronchiolite sévère, donc direction l'hosto. Et donc, du coup, ils vont être fragilisés. Et ce seront des candidats pour développer un asthme infantile après. Voilà, il va y avoir un effet domino. D'accord, donc voilà. Bronchiolite, asthme, vous citez aussi le diabète type 1. Et après qu'on passe à l'âge adulte, là vous décrivez préférentiellement toutes les pathologies auto-immunes que nous on appelle les pathologies de société, genre sclérose en plaques, polyarthrite rhumatoïde, et maladie de Crohn aussi. Ouais, parce que ce qui est frappant, c'est que on sait, dans les années 70-80, on a multiplié les études écologiques et on s'est aperçu que plus on s'éloignait de l'équateur, donc des zones les plus ensoleillées, plus la fréquence de certaines maladies augmentait. C'est bizarre ça. Comme les cancers ou certaines maladies auto-immunes, donc, comme la sclérose en plaques, le diabète de type 1, l'autisme aussi. Okay. Alors pour le diabète de type 1, c'est très frappant quand on prend l'exemple de la Finlande, qui est une altitude élevée, quoi. Dans les années 60, donc il donnait encore 2008 par jour au bébé. Et puis finalement c'est tombé à 408 dans les années 90. Et il y a eu une explosion, quoi, du nombre de cas, en fait, quoi. Est-ce qu'on a remarqué qu'en donnant des compléments à ces enfants, est-ce que ça peut être au moins empêcher la progression de cette maladie ou peut-être même la faire régresser? C'est ce qu'on a fait en Finlande. Oui. Auprès de plus de 10 000 enfants qu'on a pris dans les années 60, on leur a donné donc 2008 par an. On les a suivis pendant 30 ans. D'accord, étude longue. Ouais, et à l'arrivée donc, une diminution du risque de 88% de développer un diabète de type 1. C'est énorme. Avec une supplémentation donc à dose efficace. Ouais. Voilà, on en revient toujours à cette notion de dose efficace. Ça ne sert à rien de donner comme ça, de dire on va vous donner 408, 808. Il y a beaucoup d'études par le passé qui ont été menées en vain parce qu'on donnait 400 ou 808 aux participants. C'était toujours pas efficace. Et donc là on dit la vitamine D elle n'est pas efficace. Oui bien sûr, parce qu'on donnait des doses inefficaces.
Mais on constate qu'à chaque fois qu'on la donne à dose efficace dans les études, qu'on monte à 2008, 4008, ben alors là, aucun souci, ça marche. Donc il y a eu un exemple très récent donc, par rapport à l'hépatite C d'ailleurs. Voilà, l'hépatite C, là, aussi, il y a des chiffres qui sont donnés. Parce que là, ça fait juste quelques années qu'on s'est aperçu que la vitamine D, elle pouvait jouer un rôle thérapeutique important. Alors sur quoi justement, comment ça peut agir? Sur le foie, en quoi ça... Alors en fait, il y a des chercheurs israéliens, ils se sont dit, tiens, on va faire un essai, parce qu'en fait, les traitements classiques actuels, ils ne fonctionnent pas très bien. Parce que la souche de virus qu'on retrouve en Israël ou en Europe ou aux USA, donc elle est très coriace. Et les traitements classiques, ils marchent chez moins d'un patient sur deux. D'accord. Et en plus avec pas mal d'effets secondaires, quoi. Et donc ils se sont dit, tiens, on va faire un essai. Donc là, ils ont donné de la vitamine D à dose efficace, 2008, pendant pratiquement un an, quoi, en même temps que le traitement classique. À l'arrivée, pour citer juste un chiffre, parce qu'en fait on juge de l'efficacité d'un traitement antiviral donc sur la durée, quoi. Après le traitement, s'il y a une rémission prolongée. Donc on fait un test 24 semaines, pratiquement 6 mois après la fin du traitement. Et là, dans le groupe qui avait été traité par la thérapie classique, on a obtenu un taux... le virus est demeuré indétectable chez 42% des sujets, résultat archi normal, puisque c'est c'est le protocole habituel, c'est en dessous de 5%. Dans le groupe thérapie antivirale plus vitamine D, eh bien là le virus était demeuré indétectable chez 86% des sujets, le double. Donc j'imagine que toutes ces études... C'est complètement anormal. Ouais. Il se passe quelque chose et alors là c'est clair, c'est dû à la vitamine D. Et donc là, un petit cocorico, il y a une équipe française, le professeur Kakoub en tête, à la Pitié-Salpêtrière, qui s'en passe d'achever une étude sur des malades chez lesquels le traitement classique a carrément échoué une première fois. Là donc, ils leur ont donné des doses encore plus importantes de vitamine D. L'étude devrait sortir avant la mi-2013. Donc ce sera très intéressant de voir un peu ce qui On pressent un petit peu les résultats, à votre avis? Alors là, non, pour l'instant ça reste top secret, tant que c'est pas publié. Mais s'ils sont bons, c'est les gros labos qui vont faire la tronche. Comment on va faire? Parce que eux pendant ce temps-là, ils développent des nouvelles molécules. Parce qu'il y a un énorme jackpot financier à venir. Beaucoup de gens ont été contaminés dans les années 70-80. La maladie évolue silencieusement pendant 20, 30, 40 ans. Lentement, l'hépatite. Et là, il va y avoir une explosion de patients gravement atteints. On pourrait dire que c'est génial, on a un remède on va avoir un pic de mortalité à l'horizon 2015-2020. Ça va devenir un problème de santé publique. Donc il va y avoir beaucoup de malades gravement atteints, victimes de cirrhose, de carcinome, donc à soigner. Donc là, c'est un bon filon pour les gros labos. Donc, c'est pas leur intérêt d'explorer la piste de la vitamine D. Pourquoi c'est pas assez cher? C'est pas brevetable. Étant entendu que c'est une substance non brevetable, qui coûte très très peu cher, et puis en prime, pas d'effet secondaire. C'est merveilleux. Mais donc c'est pour ça qu'il faut alerter la population là-dessus. Donc c'est déjà prévu que je fasse paraître un article là-dessus dans Rebelle Santé, dans le numéro de décembre. Il y a un vieux mythe qui est la toxicité de la vitamine D. Là, vous dites qu'il n'y a pas d'effet secondaire. Donc c'est qu'un mythe, cette idée qu'il y aurait une toxicité. Alors il y a les effets... les effets secondaires et la toxicité, quoi. Donc en fait, aux doses habituellement conseillées, il n'y a pas de souci. Ce qui peut juste arriver, c'est quand les médecins prescrivent des doses élevées, les ampoules là, de 100 000 UI. Ce n'est pas très naturel que l'organisme reçoive autant.
D'accord, donc là D'un c'est coup. plutôt un mauvais diagnostic ou plutôt en tout cas une mauvaise prescription. Parce que, bon, dans la vraie vie, quand on mène une vie justement normale, bon, pendant l'été, comme ça, on sort, on rentre, tout ça, bon, on peut engranger assez facilement dans les 2000, 3000, 4000 nuits par jour. Voilà, quoi, ça se passe comme ça, quoi. Ça serait la norme en tout cas. Dans la vraie vie. Donc ce serait logique voilà, que l'on imite un peu ce qui se passe dans la vraie vie et qu'on prenne au jour le jour quelques gouttes de vitamine D, puis en fonction du taux sanguin, alors 2000, 3000, 4000, 8 jours, hein, voilà. Et en plus, le résultat final serait meilleur, quoi. Bon. Mais là, bon, les médecins, ils veulent aller au plus vite, ils veulent s'assurer que le patient va suivre le traitement, donc allez, on donne une grosse ampoule, paf. Dans le Vidal, étrangement, quand on regarde, il n'y a même pas de paragraphe à effet secondaire. D'accord. Carrément. Mais pourtant, ça existe. Quand on prend des fortes doses, ça arrive surtout chez les personnes âgées. Elles peuvent développer des signes de surdosage. Bon, c'est pas vraiment un surdosage, parce que donc elles ont un taux qui ne grimpe pas très haut. Mais en fait, l'explication, ce serait que dans le même temps, ils sont carencés en magnésium. Or, toutes les enzymes qui métabolisent la vitamine D au niveau hépatique, rénal, tout ça, elles ont besoin et requièrent du magnésium. Donc voilà. Alors dans votre préconisation, quand on va voir le médecin, plusieurs fois on nous dit vous allez prendre une dose annuelle, vous allez prendre une forte dose. Est-ce que c'est une bonne chose ou il vaut mieux? Non, parce qu'il y a les doses trimestrielles, il y a les doses mensuelles, les doses journalières. Comment on s'en sort là-dedans? On va avoir un taux il va y avoir un effet yo-yo. Bon, c'est pas bon. C'est que le corps n'est pas capable de stocker puis d'utiliser petit à petit. Il peut stocker, alors bon, en général il donne de la vitamine D3, donc elle va être stockée quelques semaines, au plus dans les... Enfin, c'est-à-dire, il y a la moitié de la vitamine D qui aura été utilisée dans les quelques semaines à 2 mois maximum qui suivent. Donc on risque comme ça un effet yo-yo. Il vaut mieux en prendre quotidiennement ou, si c'est trop pénible, hebdomadairement, voilà, plutôt que trimestriellement ou encore moins annuellement, ça n'a aucun sens. C'est valable aussi sur les nourrissons, les bébés, les enfants que les adultes, ce raisonnement-là? Ah oui, de le prendre. Oui, non, parce que des fois, sur le bébé, comme il y a un développement cellulaire assez important, on peut être amené à se dire qu'on va lui mettre trimestriellement ou mensuellement une dose pour pouvoir le supplémenter correctement. Normalement, on le supplémente au jour le jour. On lui donne 800 à 1000 UI au jour, quoi. Donc c'est la règle officielle. Alors, vous dites aussi que vous avez observé sur l'âge senior un certain nombre d'effets positifs de la vitamine D, en tout cas ce que les publications révèlent, sur aussi bien les fractures que les troubles cardio-métaboliques, sur la prévention des AVC, des accidents vasculaires cérébraux, que sur certaines affections nosocomiales. Donc, vous auriez une protection accrue de la vitamine D sur le senior. Oui, tout patient arrivant à un certain âge, 60-65 ans, donc, devrait se voir prescrire en début d'automne, par exemple, donc, un test sanguin, la vitamine D, pour voir un peu où il en est. C'est un test remboursé en plus, si je ne me trompe pas. Oui. Il est facile à faire, il n'y a pas besoin de mise en culture, c'est assez rapide, les résultats sont rapides. Oui, on se rend dans le laboratoire d'analyse de son choix. Ouais. Bon, on peut le faire sur prescription ou hors prescription. De son propre chef, on peut y aller. C'est pas très bien. Mais comme toute prescription médicale, comme toute analyse médicale, est-ce que ce n'est pas un instantané qui n'est pas faussé par la prise alimentaire ou par l'état psychique de la personne? Ah non. Non. Ah non, non, ce sera très peu influencé par l'alimentation ou l'état psychique. Non, là c'est fiable, on fait la prise de sang. C'est l'avantage avec la vitamine D par rapport à d'autres nutriments. Là, vraiment, le test sanguin, c'est un bon reflet. Ouais. Après, c'est vrai, il y a différentes méthodes pour analyser. Donc, entre labos, il peut y avoir quelques pourcents. Mais ils donnent leur barème, d'écart. C'est pour ça, si on fait un test puis un contrôle quelques mois après, on a intérêt à le faire dans le même labo.
Hein, Comme voilà, ça, on est fiable. pour avoir un bon point de comparaison. Sur les dosages sanguins, est-ce qu'il y a un moment privilégié pour le faire? Est-ce que, par exemple, pour le Voilà. cortisol, la cortisol du matin à 8 heures, c'est Oui. préférentiel? Donc ici, à la latitude où on est, donc c'est un début d'automne, puisqu'on rentre dans la longue période froide durant laquelle C'est le moment, en tout cas. il va falloir vivre sur ses réserves, à condition qu'on en ait. Donc c'est là qu'il vaut mieux faire un bilan, déjà savoir où Oui, on en est au niveau franchement, des là, réserves. oui, donc arrivé en octobre, c'est le bon moment. Mais après, c'est pas forcément indispensable, étant donné de toute façon que donc 4 adultes sur 5 sont en manque déjà, donc on peut suivre d'office une cure standard, je dirais, quoi, voilà, entre octobre et mars. Donc, pour conclure, exposition au soleil tant qu'on peut, supplémentation dès qu'on peut, analyse pour vérifier. Oui, mais pour ce qui est de l'exposition au soleil, donc aux bonnes heures. Oui, dès qu'on peut, aux bonnes heures, c'est-à-dire à peu près une vingtaine de minutes par jour, que ce soit les avant-bras, le tronc et le visage, c'est ça? Oui, mais entre, on va dire, entre 11h et 16h à peu près, c'est-à-dire aux heures les plus chaudes de la journée, au moment où le soleil est au plus haut. Pour dans qu'on ait le le ciel. maximum du VB. C'est à ce moment-là C'est qu'on là que le corps reçoit les s'expose. UVB. Mais évidemment, on s'expose à... Enfin, moi, mon leitmotiv, c'est un peu, souvent, sans tomber dans le rouge. Enfin, Enfin, auditeurs qui vont venir, hein, des spectateurs qui vont venir. donc, ne pas attendre que l'on rougisse. D'accord. Donc toutes ces prescriptions sont dans votre ouvrage qu'on peut trouver aux éditions Mosaïque Santé, Voilà. qui s'appelle « Et si vous manquiez de vitamine D ». Didier Lebaille, merci pour Merci ces à vous. éclairages Je vous en lumineux. prie. Merci à vous.